Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je suis en route pour l'événement, le Break par le regret. Et je suis trop contente. Et what else? Je suis juste contente d'y aller. Je vais prendre des notes, écouter. Il y aura plein de questions. C'est 3 heures normalement, c'est jusqu'à 18 heures. Et comme je vous ai dit, je vais essayer de filmer. Je vais filmer l'endroit, ce qui est sûr, je vais filmer l'endroit et tout. Je mettrai l'adresse. Donc voilà, je suis contente. Sorry pour les personnes qui n'ont pas pu venir parce qu'il n'y avait pas assez de place. Il fallait vraiment s'inscrire à l'heure, à 19h et en 5 minutes. Apparemment, il y avait aucune. Enfin, en 5 minutes, il y avait près de 45 ou 50 personnes qui se sont inscrites. Et à la base, je pense que c'était 20. Et là, on sera un peu plus. Donc voilà. Et moi je suis en train de partir et la route est bloquée. Je ne sais pas c'est qui là, mais bon. Anyway, à toutes. Donc et vraiment, parfois c'est parce qu'ils ont tellement chié ici qu'ils sont obligés de partir. ils sont obligés de plus revenir. Exactement. Ils doivent des loyers, la préfecture est à 2 doigts de les mettre dehors. Parfois aussi c'est le cas. Voilà, donc vraiment il faut être extrêmement pragmatique. C'est vrai qu'on peut avoir un attrait pour le continent parce qu'on a nos racines, nos familles là-bas, parce que la vérité aussi c'est que c'est un autre rythme de vie, très clairement, moins stressant, enfin ça dépend sur quel point c'est moins stressant, mais par contre il faut vraiment garder les pieds sur terre en termes de... Et pour nous qui voulons rentrer, ou bien se faire un réseau, quels sont les endroits à fréquenter pour rencontrer un peu les personnes qui ont réellement de l'influence et qui peuvent nous impacter en termes de projet? Alors, c'est très facile. C'est très facile parce que ces cercles-là sont pas très grands. Désolée, je prends toujours le cas d'Abidjan, hein, parce que c'est celui que je connais le mieux. J'ai tendance à dire, si tu viens à Abidjan et que tu as un projet, en 2 semaines, tu as vu tout le monde. De personnes. Donc où est-ce qu'il faut aller? Je pense que c'est comme partout, hein, c'est le réseau. Il faut trouver la personne qui va t'introduire et te dira après tu veux faire ça. Ah, je connais tel qui connaît tel. C'est l'intérêt des villes africaines, c'est que tout le monde connaît tout. D'accord. Tout le monde connaît. Surtout si tu es dans des domaines très spécifiques, type, je sais pas, dans tous ailleurs, que tu sois très corporate, très créa, tout le monde connaît tout le monde. Donc c'est vraiment plus de trouver la porte d'entrée et deuxièmement aussi de savoir vendre ce que tu fais. Et de proposer quelque chose d'innovant, parce qu'on adore la nouveauté de ce côté-là du monde. Donc il faut aussi amener quelque chose de frais, parce que du coup, comme là les capitales africaines deviennent très intéressantes, ça devient de plus en plus compétitif aussi. Hein, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, pas toujours africains d'ailleurs, d'accord, qui viennent et qui proposent des choses. Non seulement ça, ce que j'observe, même si c'est petite tendance pour l'instant, c'est pas une tendance de fond, l'Afrique anglophone commence à s'intéresser aussi. Donc ça en termes de compétitivité, je les vois les Nigérians arriver à Abidjan là, petit, mais ils sont en train d'arriver. Les Ghanéens aussi, machin. Donc quelque part c'est bien, je veux dire c'est intéressant qu'on commence à collaborer, voilà, entre Afrique anglo et franco, c'est très bien, mais du coup, ils arrivent aussi avec un autre level. Donc, faut quand même garder ça en tête, que ça commence à devenir assez compétitif, c'est pas le simple fait de débarquer de Paris, qui aujourd'hui c'est plus si impressionnant que ça. Donc il faut vraiment venir avec un projet très concret, dire ce qu'on va proposer, montrer aussi qu'on a étudié un peu le terrain en avance, quand même, hein, d'analyser un peu ce qui se passe. On ne vient pas en terrain conquis en se disant personne ne fait ça à part moi. Peut-être que personne ne le fait, mais il faut se demander pourquoi personne ne le fait. D'accord, il faut aussi se poser la question. Donc je pense que c'est en fonction des capitales, je ne peux pas parler, je sais pas, à Kinshasa, mais je pense que ça doit être pareil parce que je fais un peu le tour de ces capitales-là, c'est à peu près pareil, c'est toujours le même réseau. Et ce que j'observe même d'ailleurs, c'est que d'une capitale à l'autre, les gens se connaissent. C'est-à-dire que si tu viens à Kin, tu veux faire un truc, ah je connais quelqu'un à Abidjan, tu viens à Abidjan, je connais quelqu'un à Douala. Donc c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est des passerelles assez ouvertes. Donc, mais il faut trouver le point d'entrée, la porte d'entrée. Oui. Moi, je voulais savoir pour une personne qui souhaite travailler dans le secteur culturel. Oui. Est-ce que dans un musée, par exemple, est-ce que vous pensez que c'est un secteur assez facile à intégrer dans l'espace francophone en Afrique? Il faut déjà trouver les musées. Alors.
Bon, déjà la question des musées, clairement ça n'a rien à voir avec ici, d'abord. Il y a quelques pays qui sont un peu en train de changer leur politique là-dessus, le Bénin par exemple, Oui. d'accord, qui sont en train d'évoluer sur cette question-là. Il y a un Béninois qui a dit oui. Bon, donc le Bénin et le Sénégal. Sur les questions culturelles, pour moi, sont les destinations en ce moment sur cette question-là des musées qui sont intéressantes. Maintenant, est-ce que c'est facile? Je ne pense pas, parce que ce ne sont pas des domaines qui attirent énormément de capitaux. À part les deux pays que j'ai cités, dans les autres pays, c'est pas vraiment un pôle sur lesquels l'État investit. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est les galeries. Là, par contre, c'est intéressant. Alors, les galeries, les 3/4 du temps, pas tout le temps, les 3/4 du temps sont ouvertes par des familles relativement fortunées sur place. D'accord, en général, c'est la femme. C'est son passe-temps. Donc, ah chérie, je veux une galerie, quoi. Une galerie d'art. Donc, les galeries, c'est intéressant. Ça peut être intéressant, il y en a quelques-unes à Abidjan. À Dakar, il y en a pas mal. Douala aussi, il y en a quelques-unes. Donc, il faut regarder. Moi, j'orienterais. Alors, après, la galerie, c'est du privé. D'accord, donc c'est au petit bonheur la chance de ma patronne qui vous tombez. Mais voilà, moi je miserais un peu plus sur les galeries d'art. Parce que malheureusement, il n'y a pas une politique très volontariste sur le fait d'encourager les gens à aller au musée. C'est même pas suggéré, c'est même pas poussé. Les galeries, ce qui est intéressant du coup, c'est que comme c'est privé, elles-mêmes peuvent gèrent leur communication quand elles ont une expo, etc. Donc c'est intéressant. Ou les fondations aussi, j'ai les galeries, les fondations aussi. Vous pouvez penser à ça. Il y a quelques musées qui peuvent être éventuellement financés par d'autres choses sur place. Quand on sait qu'ici, il y a une certaine organisation qui régit un peu la vente de programmes, etc. Alors que si là-bas sur place, c'est un peu opaque en termes d'information. Et surtout, comment après vous, vous voyez et vous pensez un peu ce que vous pensez des médias sur place, parce que en termes de production visuelle. Vous éteignez votre téléphone d'abord. D'accord, donc je pense qu'il y a cet effort-là à faire et pas se braquer. Et dans l'autre sens aussi, ne pas nécessairement vouloir utiliser le bâton parce que c'est comme ça qu'on fait dans la boîte. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je pense que c'est un système de management qui est très court-termiste. Si toi, tu es dans une construction d'équipe sur la durée, tu ne peux pas fonctionner avec le bâton en permanence. Enfin, c'est pas bien. Par convenance Oui. sociale, Oui. les réseaux sociaux, tu n'as pas du tout parlé de la tenue vestimentaire. Alors que, ça rentre. Alors, la tenue vestimentaire. À part de quel pays? Ça dépend. Ils se démerdent. Bon, à part le Nigeria, parce que le Nigeria, eux, ils ont toujours un truc à part. Mais les autres territoires, c'était on a fait une pub continentale, vous vous démerdez. Et ces 10 à 15 dernières années, ce qu'on voit, c'est que les marques ont commencé à comprendre que, d'abord, le consommateur africain est devenu un peu plus exigeant. C'est un. Et deux, qu'en fait, et ça c'est lié aussi à la montée de la classe moyenne dans différentes capitales, et on s'est rendu compte progressivement que, mais en fait, non, on ne peut pas exactement vendre une marque de lait à Dakar comme on la vend à Nairobi, quoi. D'accord? Et on commence à voir qu'il y a entre guillemets, des particularités d'un territoire à l'autre. Donc ça a été plutôt une bonne nouvelle, parce que, déjà, ça a du coup permis à beaucoup d'agences de pub locales d'exploser. C'est un bon signe. Maintenant, ce que j'observe, c'est que sur l'adaptation au territoire, il nous manque un truc qui est quand même crucial. On n'a pas beaucoup d'études de marché. C'est un vrai problème. Donc il y a quelques structures qui le font, mais où les échantillons sont quand même particulièrement minuscules, c'est-à-dire que vous avez fait une étude de marché, vous avez réuni 20 personnes, ça y est, vous pensez que vous avez compris comment toute la population fonctionne. Non, en fait. Donc on n'a pas d'études très extensives, et ça fait que comme on manque de data, assez souvent, je le dis souvent, l'Afrique c'est vraiment le territoire du bêta testing par excellence. Hein. Parce que des fois, vous allez même faire votre programme, vous avez fait votre projet, vous avez fait vos études. Une fois que vous arrivez sur le terre-terre, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc on est vraiment sur un territoire où, même en prenant vos précautions, il faut toujours, parce qu'il y a des variables que vous ne maîtrisez pas complètement sur le terrain. Donc ça c'est une chose. Donc on a vraiment un manque de data qui est assez, à toutes les industries à peu près, on a vraiment un problème là-dessus. Ça c'est deux. Troisièmement, pour en venir sur la question de Boomplay, alors ce qui m'a facilité le boulot, c'est qu'en fait, Boomplay est préinstallé sur 3 marques de téléphone qui sont parmi les plus populaires. Quand je dis populaires, c'est en termes de masse. C'est 3 marques qui sont Tecno, Infinix et Itel. Ce sont des téléphones entrée de gamme. Et donc du coup, comme on est préinstallé dessus, donc ça fait une pénétration de marché qui est quand même assez phénoménale. Maintenant, du coup, moi, mon boulot, quand je suis arrivée, ça a été plutôt maintenant de marketer la marque. Boomplay est très connu côté anglophone, pas vraiment connu côté francophone. Donc là, sur les premiers mois, ça a vraiment été de sensibiliser les gens, parce que j'avais une mission en plusieurs étapes. C'est expliquer ce que c'est que le streaming déjà. Il faut commencer par là. Il faut expliquer ce que c'est, expliquer les bénéfices du streaming,
pourquoi c'est plus intéressant que d'être sur YouTube, que d'acheter des clés USB à 1000 francs CFA dans la rue. Et 3, ensuite, pourquoi Boomplay maintenant se différencie des autres concurrents. C'est vraiment un message en 3 parties. Donc ça, c'est beaucoup de pédagogie. D'accord, il faut beaucoup de pédagogie, il faut beaucoup de patience. Et encore une fois, il faut beaucoup de bêta-testing parce que faut bien connaître sa cible, savoir ce qu'elle consomme et être aussi conscient de ses réalités économiques. Ça, c'est très important. D'accord, parce que des fois, et du coup j'enchaîne sur votre autre question, beaucoup de marques qui arrivent de l'extérieur, encore une fois, voient Dakar, voient Abidjan sur les réseaux et tout. Et donc en fait, oubliez une chose, c'est que la vérité, c'est que beaucoup de ce qu'on voit sur les réseaux, c'est le 1% de la population. D'accord? Je peux étendre à peut-être 3%, c'est-à-dire que les CSP+, d'accord, mais sinon la grosse masse là, de la population qui est en bas, on la voit beaucoup moins. D'accord? En tout cas, on ne suit pas nécessairement ces comptes. Or, ce sont ces personnes-là qui font beaucoup d'industrie, par la taille, parce que ce sont les plus nombreux. Peut-être pas par le volume de ce qu'elles dépensent, mais par contre par le volume en termes de la quantité de nombre de personnes. D'accord? Et donc, il faut aussi prendre en compte leurs réalités qui sont, par exemple, leurs revenus mensuels. Il faut prendre ça en compte. Donc, assez rapidement, en fait, la question, c'est de savoir vous vous adressez à qui. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui viennent s'installer, mais n'ont pas vraiment bien réfléchi à qui elles s'adressent sur le terrain. C'est-à-dire que c'est « Ah, on a tel service, ça marche bien en France. Ah, on peut amener ça à Abidjan. Oui, mais non, en fait. Tu parles à qui à Abidjan? Parce qu'en plus, je prends le cas d'Abidjan, je le sais un peu moins pour Dakar, parce qu'Abidjan, en termes de segmentation sociale, c'est une ville, ou du moins un pays même, qui est très segmenté socialement. Très, très, très segmenté. Il y a les riches, il y a ceux qui sont au milieu, il y a ceux qui sont au milieu du milieu, et puis il y a les pauvres. Donc il faut vraiment savoir quand tu parles, à qui tu t'adresses. Parce que ceux qui sont au bout, eux, ils veulent être de l'autre côté. Ceux qui sont là-bas, ils ne veulent pas se mélanger. Enfin, c'est très, très, très complexe. Donc il faut vraiment avoir une bonne connaissance du marché, être très ciblé, faire une arrivée progressive. Parce que des fois, on a aussi beaucoup d'annonces de gens qui viennent ouvrir en grande pompe des grands magasins. Ils ne font pas autant de bruit quand ils repartent. Hein. Et il y en a qui repartent. Non, il y en a qui repartent. On n'en parle juste pas, mais il y en a qui ferment une boutique et qui partent. Parce qu'ils se sont trompés sur le ciblage. Parce qu'ils ont beaucoup dépensé en termes de communication, mais n'ont pas fait le ratio par rapport à ce que ça peut leur apporter, parce qu'ils n'ont pas bien étudié leur cible. Oui, il y a une cible à Abidjan qui a un pouvoir d'achat important. D'ailleurs, je crois que dans la zone ouest africaine francophone, c'est probablement là où il y a le plus grand pouvoir d'achat en termes d'argent, d'accord, dépensé. Par contre, on parle à combien de personnes? Et même à l'intérieur de ça, il faut segmenter. Parce qu'il y a les expats, il y a expats, c'est-à-dire des gens qui sont de l'extérieur, qui sont venus travailler sur place. Il y a les Libanais. Non, mais c'est un public à part. C'est un public à part. Il y a les Libanais. Il faut comprendre aussi, du coup, les gens un peu middle class. Quand je dis middle class, c'est que, je vais donner une fourchette comme ça, hein, mais des gens qui gagnent, on va te dire, entre 400 et 800 000 francs. D'accord? C'est une bonne middle class, 400 et 800 000 francs, c'est déjà pas mal. Mais même dans ces 400 et 800 000, il faut déjà voir, une fois qu'ils ont enlevé toutes leurs charges, combien il leur reste pour dépenser pour acheter votre produit. D'accord? Donc il y a vraiment une vraie segmentation à faire. Donc moi, ce que je recommanderais en général, si on veut s'installer, c'est vraiment d'abord d'étudier à qui on s'adresse. À qui on s'adresse, quel est le pouvoir d'achat moyen des gens à qui on s'adresse, quels sont les codes pour leur parler, quelles sont les personnes qui sont relevant pour eux. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un ambassadeur, etc., etc. Et puis voilà, faire des petits tests sur le marché et voir s'il y a vraiment la demande, si la demande répond, et si cette demande-là va répondre sur la durée. Parce que ce que j'observe aussi, c'est que dans beaucoup de ces capitales, comme tout le monde veut parler à cette cible-là qui a l'argent, en même temps, ça fait qu'en fait, c'est le même groupe qui se déplace d'une marque à une autre, d'un établissement à un autre. Et puis quand ils se lassent, oh, on attend le prochain truc qui va ouvrir. Donc ça fait à la fin que comme ça ne se mélange pas beaucoup, en fait, vous vous retrouvez avec les mêmes clients, vous restez avec au bout d'un moment. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc il faut vraiment bien, je répète encore, bien réfléchir à votre ciblage. À qui vous parlez, quels sont les codes pour leur parler, combien ils sont prêts à vous consacrer. Et est-ce que ce qu'ils sont prêts à vous consacrer, ça justifie d'ouvrir sur place? D'accord? Et j'ai une curation dans ce que tu es prête à partager ou pas. D'accord? Et dans ce que tu es prête à partager, d'écrire l'histoire et de faire que les gens l'écrivent avec toi. C'est ça la différence, d'accord? Je sais et je comprends parfaitement. La crainte qu'on a quand on dit trop sur Internet, c'est qu'à un moment donné, les portes sont ouvertes, maintenant les gens croient que c'est la fête, d'accord? Et commencent à... Voilà.
Donc ça, mais moi j'y crois vraiment, c'est toi qui fixes les limites d'entrée de jeu. Il y a des gens qu'on suit depuis des années sur Internet, on ne sait pas où ils habitent, on n'a jamais vu leur mari, on n'a jamais vu leurs enfants, etc., etc. À un moment donné, oui, il y aura toujours des gens qui vont dire « Ah, mais vraiment, on ne sait pas trop ». Mais à un moment, tu t'en fous. Si tu suis la personne depuis un moment et que tu as fini par t'habituer au fait de ne pas voir X choses de sa vie privée, tu laisses couler. Right? Donc je pense qu'à un moment donné, c'est à toi de décider. C'est quoi la Stella d'Internet qui parle de son projet? Qu'est-ce qu'elle montre? Qu'est-ce qu'elle garde pour elle? Et tu l'imposes. Mais par contre, impose-le depuis le départ. Parce que ce que j'ai vu, parce qu'il y a eu une discussion, je crois que j'avais relayé ça d'ailleurs sur Instagram, il y avait une discussion sur Twitter il y a quelques semaines, de gens qui disaient que les influenceuses noires ne perçaient pas autant que les blanches parce qu'elles ne montraient pas leur vie. Bon. En partant du principe qu'en gros, là, genre, les Africains sont trop songui, donc ils aiment bien ton projet, mais en fait, ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est genre, tu sors avec qui, tu habites où, tu gagnes bien, whatever. Ok, fine. Bon, ça, j'ai un truc, c'est un gros cliché, mais bon, passons. Pour ma part, je pense que si tu peux réussir à créer un lien avec les gens qui te suivent, sans avoir à tout dévoiler de ta vie. Tant que tant que tu ne mens pas, tant que tu fabules pas, c'est juste que tu décides de ne pas montrer certaines choses, tu peux créer un lien, les gens te suivent pour des raisons différentes. Je sais rien, si tu es passionné de dessin, d'accord, et que les gens te suivent pour ça, que tu aies montré ton mari, que tu n'aies pas montré tes enfants, ils sont d'abord là pour le dessin. Même chose si tu es en train de monter un projet, les gens ne sont pas bêtes, la cible qui te suit va suivre quelqu'un, etc. Dire, ah, je dessinais une collection hier, etc. Il y a ma fille de 3 ans qui est venue, et elle a versé je sais pas quoi sur le truc. Tu as glissé une petite info, machin, mais ça va, t'as pas mis la fille, tu n'as pas mis un selfie de ta fille, tu vois ce que je veux dire? Donc on sera plus ou moins, à force de te suivre, on va savoir un peu dans quel contexte tu évolues, mais tu n'as aucune obligation d'exposer ce avec quoi tu n'es pas à l'aise. D'accord? C'est toi qui donnes le ton, et c'est ta cible qui va s'habituer. Mais par contre, comme on le disait tout à l'heure, tu as un bon storytelling, ne le gâche pas. Oui. Ne le gâche pas. Et le perfectionnisme, surtout, ne laisse pas que ça te paralyse. D'accord? C'est dur. Oui, je sais très bien que c'est très dur, parce que tu luttes contre toi-même. Oui. Mais il faut à un moment donné, encore une fois, progrès, pas perfection. Oui. Tu ne peux pas progresser si tu ne fais rien. Si tu fais, il faut que tu te détaches du perfectionnisme à un moment donné. Ok? Ok, merci. On attend tes postes parce qu'elles étaient pour beaucoup dans tout ce qui est beauté, gastronomie, nanana. Alors ce que je leur ai dit, que je redis ici, c'est que ça dépend du secteur. Il y a des secteurs où on peut être complètement effacé. Si on est dans, par exemple, du service, et encore ça dépend de quel type de service, si on est sur des services, j'ai une bêtise, service automatisé par exemple, on n'a pas nécessairement besoin de voir vous. D'accord? Par contre, si on est sur de la cosmétique par exemple, être soi-même, utiliser soi-même, on est dans une culture du j'ai utilisé tel produit, voilà les filles, on a vraiment besoin, il y a un besoin d'identification qui est très fort, par exemple dans le domaine de la beauté. Mode, pareil, il y a un besoin d'identification. C'est pour ça que beaucoup de porteuses de ce type de projet sont leurs premières mannequins ou leurs premières égéries. Parce que les futures clientes veulent s'identifier à la personne qui porte le projet. Alors après, on peut trouver d'autres exemples où ça n'a pas été nécessaire, des marques où on a plutôt mis des mannequins en avant, etc. Mais même si on met les mannequins en avant, on veut quand même savoir qui est derrière le projet. Encore une fois, un besoin d'identification. Donc je pense que ça dépend du secteur dans lequel on évolue. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise, encore une fois, avec la mise en avant. Souvent aussi parce que, bon, d'abord veulent garder une forme de tranquillité, ce que je comprends parfaitement. Mais de l'autre côté aussi, si on ne te voit pas, parfois on a l'impression que la marque manque d'âme. On a besoin, encore ça c'est les réseaux sociaux qui ont vraiment apporté ça, hein, parce que sinon avant je veux dire, on a utilisé tellement de produits de marque, on ne savait même pas qui a créé le truc, hein, je veux dire, on s'en foutait complètement. Aujourd'hui on n'est plus dans cette dynamique-là. Aujourd'hui on est vraiment dans du 100% transparence, quitte à pousser même le truc un peu trop loin. Et on a besoin quand même de sentir que bon, il y a une personne physique derrière, qui porte le projet, on a envie d'être associé à comment la marque se développe. Les gens ont vraiment besoin de ça. Et ça joue parce que ça crée aussi un sentiment de loyauté qui se transforme en cash. Hein. Je veux dire, c'est pas pour rien. Les gens sont pas là comme ça. S'ils deviennent fidèles ou loyaux à la marque, derrière, c'est aussi pour la marque de faire le travail de conversion en cash. D'accord? Donc cette loyauté-là a une valeur financière. Mais pour être loyal, le client a aussi besoin de savoir à qui il s'adresse. Right? J'espère que vous allez bien. Réaction à chaud. C'était trop bien.